Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cours consacré cette fois-ci à détente et crise, les alternances d'un monde bipolaire de 1956 à 1981. Vaste séance aujourd'hui, mais on va en prendre le temps, c'est important de bien tout examiner, qui va être donc consacré, comme son titre l'indique vraiment, à toutes les tentatives que les soviétiques vont d'abord mener après la catastrophe des répressions multiples de cette fameuse année 56, de cette tempête qui avait déclenché la déstalinisation voulue par Khrouchtchev et qui devait donc mener à la fin de l'année 56, on s'en souviendra, par l'écrasement de la révolution hongroise qui devait avoir lieu donc à Budapest. À partir de là, il va falloir retrouver un moyen de tout simplement relancer un peu la détente. Alors pour relancer cette détente, évidemment, il va falloir passer à la vitesse supérieure pour les soviétiques. Alors donc, on voit un plan, comme d'habitude, en trois parties, que je vous propose, que vous avez reçu. D'abord, on va voir que les premières tentatives de détente, ce qu'on a appelé la petite détente, ne va pas durer très longtemps, et cela va nous mener assez rapidement à un retour des tensions, la construction du mur de Berlin en 1961, et puis rapidement juste derrière la crise des fusées à Cuba. Pourquoi? Parce que dans cette île que contrôlaient les États-Unis, située à peine 180 km des côtes de la Floride, va s'installer un régime communiste. C'est un peu la réponse face à la crise de Berlin, dont on avait vu les aspects la dernière fois, qui était un îlot capitaliste dans le camp communiste. Et bien là, c'est toute une île que contrôlaient les États-Unis qui bascule en début de l'année 59 dans le camp du communisme avec Fidel Castro, et qui va devenir évidemment une tête de pont communiste, en plein cœur du monde capitaliste et qui plus est du sanctuaire que sont les États-Unis. Donc ça, évidemment, ça va provoquer une crise très grave. En 62, on va être au bord de la Troisième Guerre mondiale. On aura l'occasion d'en reparler. Seconde partie, on va voir comment ces tensions vont continuer de monter, jusque à nouveau une révolte, cette fois-ci plus qu'une révolution d'ailleurs dans le camp socialiste. Cette fois-ci, ce sont les Tchécoslovaques avec leur voie de socialisme à visage humain qui vont en 1968 tenter de trouver une certaine forme d'indépendance vis-à-vis de l'Union soviétique. Entre-temps, en 64, Khrouchtchev aura été limogé, remplacé par Leonid Brejnev, ce monolithe, ultra-conservateur soviétique qui va régner sur l'Empire soviétique de 64 à 1981, on y reviendra. Puis enfin, on verra à la fin de cette deuxième grande partie comment, en effet, la détente enfin s'impose, sans doute avec les efforts conjugués de politique indépendante développés par le général de Gaulle. On aura l'occasion d'y revenir dans un instant, développé ensuite et poursuivi par le partenaire allemand de l'Ouest, en la personne de l'Ostpolitik menée par Willy Brandt, on y reviendra. Tout ça permet en 1975 enfin d'ouvrir une détente avec la conférence d'Helsinki. Et puis troisième et dernière partie, bien sûr, ça sera évidemment un retour vers les tensions, vers la paralysie progressive du bloc soviétique, avec deux grands événements que l'on traitera, voire trois en marge, c'est-à-dire déjà une reprise brutale des tensions avec la crise des euromissiles, qu'on oublie souvent, qui a lieu en 1977, j'y reviendrai, puis cette invasion incroyable que les soviétiques vont faire de l'Afghanistan à la fin de l'année 79, et enfin, à nouveau un problème dans un des pays du bloc. Cette fois-ci, ce sera le tour de la Pologne. Il y avait eu la Pologne, rappelez-vous, en 55, 56 avec Poznan. Là, ça recommence cette fois-ci dans le Nord, à Gdansk. Et là, ce sera une réaction très brutale du régime communiste polonais, en la personne du général Jaruzelski, qui proclamera l'état de guerre en 1981. C'est sur ça que nous terminerons donc cette séance consacrée
consacré à détente et crise, les alternances d'un monde bipolaire, 56-81. Vous avez eu quelques références que je vous ai envoyées la semaine dernière d'ouvrages qui sont tout à fait tous plus intéressants les uns que les autres sur ce qu'on va examiner, puis bien sûr 2 cartes que je vous ai envoyées pour illustrer le cours de cette semaine. Alors, pour commencer, 1956, on est vraiment en 56 dans une situation dramatique du côté des soviétiques, alors que, comment dire, Khrouchtchev avait s'était vraiment postulé comme étant un réformateur qui succédait à Staline, qui voulait mettre un terme à ces procès, ces purges épouvantables, ce culte de la personnalité. Finalement, pour maintenir la cohésion du camp socialiste, parce que tout était en train de s'effondrer, eh bien, il a dû évidemment intervenir militairement pour empêcher les Hongrois de quitter le camp socialiste. Et ça va devenir une hantise chez les dirigeants soviétiques, et pas que Khrouchtchev, on le verra bien après, de voir ce fameux bloc se fissurer et voir les pays arrimés au bloc après 45 s'en aller les uns après les autres, sous couvert de différentes volontés de réforme. Et c'est ce qui va d'ailleurs se produire avec le printemps de Prague, on y reviendra. Alors, comment reprendre l'initiative? Alors déjà, avant 56, il faut pas l'oublier, Khrouchtchev avait un des premiers grands gestes vraiment d'ouverture et de détente, bien avant la coexistence pacifique. Khrouchtchev avait tendu la main à Tito. Vous vous souvenez que la Yougoslavie titiste avait été exclue du camp socialiste pour cause de politique étrangère beaucoup trop indépendante, pour cause d'insoumission à l'Union soviétique. Les soviétiques ne contrôlaient pas vraiment la Yougoslavie. Rappelez-vous, il n'y avait pas de présence militaire soviétique sur ce territoire qui s'était libéré tout seul. Tito faisait ce qu'il voulait. Il avait développé une forme d'ailleurs d'économie mixte, et en plus depuis 56, en plus après, on l'a vu la dernière fois, allait devenir un des chefs de file des mouvements des pays non alignés. Et la première chose que va vouloir faire donc Khrouchtchev pour cette détente, cette première tentative de détente, cette petite détente, telle qu'on va l'appeler jusqu'à 1960-61, ça aurait été de vouloir présenter des excuses. En mai 1955, en effet, l'URSS revient sur sa position d'exclusion de la Yougoslavie et Tito va se rendre en Yougoslavie, pour demander officiellement pardon au camarade Tito pour cette attitude qu'avait eue Staline. C'est vraiment un grand geste dans le cadre de la déstalinisation, bien sûr. On dira que Tito est allé à Canossa. Canossa, c'est un vieux terme, si vous voulez, de langage diplomatique. Aller à Canossa, ça fait référence à un événement qui a eu lieu en 1077, où l'empereur Henri IV du Saint-Empire romain germanique s'était rendu auprès du pape Grégoire VII à Canossa, cette petite ville de l'Italie, de la Romagne en Italie, pour lui demander pardon pour son comportement et surtout pour demander à ne plus être excommunié, puisque le pape l'avait excommunié. Donc le terme aller à Canossa, c'est présenter des excuses sur le plan diplomatique. Ça, c'est pour votre culture personnelle que je le dis. Mai 55, les excuses de l'Union soviétique. Ça ne changera pas grand-chose parce que la Yougoslavie continuera sa propre voie, mais disons que ça temporise un peu les épouvantables purges qu'avait mené Staline, où les opposants étaient accusés de titisme, de trotskotitisme parfois. Donc, c'est important de le noter. Deuxième point, qu'est-ce qui va permettre à Khrouchtchev d'essayer de relancer un peu la détente, cette coexistence pacifique qu'il souhaitait? Ça va être, justement, avant que les choses se dégradent à nouveau, ça va lui être fourni par la France. En effet, que se passe-t-il en France à cette époque-là? 1958, la France se débat dans des convulsions terribles de la décolonisation. Elle avait déjà vécu une guerre très très longue en Indochine qui venait de se terminer, décolonisation de l'Indochine. Et puis là, il
il y avait aussi cette guerre de décolonisation de l'Algérie, hein, donc qui avait commencé dès après 1945, et qui était extrêmement pénible, extrêmement longue. On n'en finissait plus, et il faut bien le dire, cette guerre d'Algérie, puisque c'est le terme vraiment de guerre de décolonisation très dure, hein, cette guerre d'Algérie devait mener à la liquidation tout simplement d'un régime républicain qui avait succédé à la Troisième République, qu'on appelle la Quatrième République, qui était née après la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, dont le général de Gaulle ne faisait pas partie. De Gaulle était pour un régime républicain beaucoup plus présidentiel, hein, beaucoup plus cohérent sur le plan, comment dire, de la décision politique. Et la Quatrième République s'est débattue dans les problèmes vraiment très compliqués comment dire, de décolonisation qu'elle a dû affronter, les problèmes économiques, et en 1958, elle est exsangue, cette Quatrième République. Il est temps de changer de constitution, de changer de régime, puis était beaucoup plus parlementaire pour passer à un régime semi-parlementaire, semi-présidentiel que sera la Cinquième République. 1958, le général de Gaulle donc revient aux affaires. Il avait été président, rappelez-vous, du gouvernement provisoire, hein, dès l'été 1944. Là, il est de retour, avec évidemment sa constitution, son projet de constitution, donc élaboré bien sûr par son grand constitutionnaliste juriste, ministre Debré, hein, et c'est la création, la fondation de la Cinquième République, qui est toujours actuellement le régime, comment dire, politique de la France. Cette Cinquième République, de Gaulle, sur le plan en tout cas de la politique étrangère, va vouloir lui donner un sens bien particulier. Et ça nous intéresse beaucoup, nous, en histoire des relations internationales, cette Cinquième République, parce que la politique de Gaulle, qu'il va développer au sein du système de relations internationales de guerre froide, eh bien ça va être une politique indépendante. Politique indépendante et qu'il va, comment dire, tout de suite vouloir incarner par deux grands gestes qu'il va mettre dans son premier septennat, hein, donc il commence en 58 jusqu'en 1965. Ces deux gestes très importants sont basés sur le premier, la réconciliation franco-allemande. Voilà, l'Allemagne, à cette époque-là, évidemment, on parle de la République fédérale allemande, hein, cette moitié ouest, hein, qui est présidée par un vieux résistant anti-hitlérien, un vieux chancelier, grand ami des Occidentaux, grand ami de la France, qui s'appelle Konrad Adenauer. Première chose que fait de Gaulle, dès le mois de mai 1958, il rencontre Adenauer, non pas à Paris, mais directement à sa maison, comment dire, de campagne de la Boisserie, hein, dans l'est dans le grand est de Paris, hein, si on peut dire. Et tout de suite, l'idée est de bâtir un partenariat franco-allemand en se basant, rappelez-vous, sur les prémices de tout cela qui avait été mené en 1925 avec les accords de Locarno, hein, sur la vieille amitié des démocraties françaises et allemandes, épisode effroyable hitlérien bien sûr mis à part. Et Adenauer est tout à fait partant, et cela va mener en janvier 1963, le 22 janvier, à la signature du traité de l'Élysée. Hein, ce traité de l'Élysée, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le socle sur lequel la coopération franco-allemande a été bâtie après 1945. Sur ce socle-ci que cela va permettre de consolider la construction de la communauté européenne, ce qui sera plus tard l'Union européenne. Hein. Extrêmement important, c'est la naissance vraiment du moteur, du fameux moteur franco-allemand moderne, hein, dont on parle encore aujourd'hui, même si certains historiens le contestent. Il est par contre incontestable qu'il a joué le rôle d'un accélérateur sur le plan historique et a commencé sur le plan de la détente, en créant tout simplement un espace européen de l'Ouest, bien sûr, un espace de dialogue et dans lequel la détente pourrait prendre place, puisque De Gaulle tout de suite affirme qu'il mène une politique indépendante, hein, et pour cela, il annonce, hein, dès le début de son premier septennat, hein, qu'il se retirera de l'OTAN. Vous vous rendez compte? La France se retirait de l'alliance militaire, hein, née après 1945. Hein, eh bien, ce sera effectif le 21 février 1966, effectivement. La France va quitter l'OTAN. Et donc, là, c'est extrêmement intéressant quand on observe cela, notamment du côté de Moscou, parce qu'on se dit bien
qu'avec De Gaulle, peut-être qu'on pourrait relancer une politique de main tendue et d'organiser des conférences de détente, de relancer la coexistence pacifique. Que la France, avec sa politique, en créant cette politique indépendante, pourrait devenir une plateforme de dialogue. Et c'est exactement ce qui va se produire. Puisque au début de l'année 1960, on envisage, avec les soviétiques, et bientôt les Américains, qui est au pouvoir à cette époque-là aux États-Unis, c'est, je vous le rappelle, le président Eisenhower, qui sera aux affaires jusqu'en 1961, et donc le vieux militaire qui avait gagné la Seconde Guerre mondiale, qui répond à l'invitation de De Gaulle, un autre vieux militaire qui, lui, avait incarné la France libre. Et notre ami Khrouchtchev, si je puis dire, au milieu de tout ça, il est bien content de pouvoir trouver enfin une porte de sortie de cette image détestable laissée avec l'écrasement de la révolution hongroise de 56, et de relancer ainsi une conférence qui se tiendrait le 16 mai 1960, à Paris, basée sur le désarmement. C'est reparti, la coexistence pacifique va pouvoir être relancée, et tout le monde, semblait parti là-dessus. Mais malheureusement, les choses ne vont pas se passer ainsi. Les États-Unis développent de plus en plus, depuis 1945, voire depuis les années 50, technologies aériennes de plus en plus importantes, et notamment, bien sûr, la création d'avions espions, c'est-à-dire d'avions stratosphériques qui vont voler très très haut. La hauteur d'où volent, planent plutôt les avions de type U-2, c'est vraiment, quand on voit les images de ces vols, ça vous montre quand même presque la courbure de la Terre, donc on est quasi juste en dessous d'un vol de type satellitaire. Et donc 1960, il se trouve que avant cette conférence, quelques jours avant, 15 jours avant, tout est flanqué par terre. Pourquoi? Parce que le 1er mai 1960, les soviétiques abattent un avion U-2 qui survolait la Sibérie. Alors je vous ai mis quelques images en musique tout à l'heure pour l'introduction de ce cours. Je vous recommande vivement de les regarder puisque je prends le soin de les préparer pour justement illustrer mes propos, donc sous forme un peu d'une petite chronologie en images. Et vous avez vu cette image, si je vous ai mis une carte de l'endroit où a été abattu cet avion. Ce pilote, Gary Power, s'est arrêté par les soviétiques, heureusement il a pu s'éjecter à temps, et il va être évidemment projeté en parade, on déclenche vraiment un incident international, c'est un scandale que les États-Unis espionnent ainsi l'Union soviétique, alors qu'ils se préparaient à cette conférence du 16 mai 1960, et Eisenhower de dire, oui, mais bon, nous avons cette politique d'espionnage, les soviétiques aussi nous espionnent, tout le monde le sait, vous avez bien compris que c'est un incident regrettable qui va malheureusement renvoyer un peu au calendrier grec cette belle conférence qu'aurait souhaité De Gaulle. Incident de l'avion U-2, je vous le rappelle, j'aime bien le rappeler dans les cours que je donne, qui a donné la toile de fond d'un très bon film de Steven Spielberg qui est sorti il y a quelques années, je crois avec Tom Hanks, qui s'appelle Le Pont des Espions. Je vous recommande ce film, si vous avez l'occasion de le voir. L'affaire de l'avion U-2 est évoquée intégralement. Juste petit aparté avant de repartir sur, évidemment, vous avez bien compris ce qui va être à nouveau une retention internationale, quand même sur justement cet aspect qu'on n'évoque pas forcément toujours, souvent dans un cours d'histoire des relations internationales, c'est ce qu'on a appelé la conquête spatiale. Et je dis bien la conquête spatiale, c'est-à-dire cette période où les soviétiques et les États-Unis vont s'opposer l'un et l'autre dans tout simplement l'acquisition de la technologie du spatial, des satellites, des hommes dans l'espace, et bien sûr en visant la conquête de la Lune. Ce sont les soviétiques qui vont lancer ça dès 1957. En lançant le premier satellite artificiel, le Sputnik, le 4 octobre 57. C'est eux qui lancent ça. Alors, on est avant l'affaire de l'avion U-2, mais vous voyez bien que
la paranoïa, si je puis dire, anti-soviétique joue à plein, on est après 56 quand même, et voilà que les soviétiques, désormais, sont les seuls. Hein. Vous imaginez le tollé, le 4 octobre 57, désormais ils contrôlent l'espace, parce qu'il n'y a personne qui a envoyé de satellite à ce moment-là ou qui en est capable. Hein. Et voilà que ce petit satellite fait le tour de la Terre et le prouve en lançant un petit bip-bip, hein, que les organismes de propagande soviétiques vont se charger, bien sûr, de diffuser extrêmement largement. Et puis, très très rapidement, le 3 novembre 57, parce que bien sûr, ils ont un lanceur qui est tout à fait adapté, c'est le Sputnik 2 qui est envoyé avec le premier être vivant dans l'espace, la chienne Laïka, qu'on va entendre aboyer depuis l'espace. Là aussi, vraiment, grande angoisse côté États-Unis. Désormais, les soviétiques semblent maîtriser une technologie qu'ils n'ont pas, d'autant plus que là, c'est la revanche. Hein. Rappelez-vous de cette période humiliante pour les soviétiques, et surtout pour Staline, entre 45 et 49, où il n'y avait pas la bombe atomique. Hein, où les États-Unis avaient l'arme suprême et dominaient le monde avec ça. Et bien là, grosse vengeance en 57. Eh bien, ce sont les Soviétiques qui dominent l'espace. Et ça, il va falloir répondre, évidemment. Les États-Unis vont créer en catastrophe la National Space Agency, la NASA, hein, évidemment, qui va être chargée de rattraper ce retard. Ça a été raconté dans plein de films, l'étoffe des héros, etc. Je n'y reviens pas. D'autant plus que le 12 avril 61, ça recommence, et alors que les États-Unis tentent péniblement de rattraper leur retard, notamment pour trouver un lanceur, c'est pas évident. Hein. Bon, ils ont récupéré une partie des équipes, d'ingénieurs allemands qui travaillaient pour Hitler depuis les usines de Penmude, hein, dans le nord de l'Allemagne, hein, notamment un certain Werner von Braun, hein, qui sera récupéré par les GI, hein, et exfiltré évidemment aux États-Unis pour mettre au point le programme spatial américain, mais côté soviétique, on a une sacrée avance, vous l'avez compris. Tant et si bien que le 12 avril 1961, eh bien, c'est le premier homme dans l'espace. Alors là c'est le tollé absolu. Gagarine, hein, qui va faire une tournée mondiale, hein, de triomphe, hein, qui est le premier homme dans l'espace, qui va faire plusieurs orbites, hein, et qui va donc prouver que désormais on peut mettre des hommes dans l'espace, hein, et pourquoi pas demain dans des stations spatiales soviétiques, et pourquoi pas le contrôle de la Lune et au-delà. Hein. Donc là ça urge vraiment, on est vraiment dans une compétition particulièrement acharnée. 1961, c'est aussi le moment où les États-Unis commencent enfin à envoyer un premier lanceur avec un homme, Alan Shepard, qui fera un peu moins d'une orbite et qui quand même commencera à rattraper un peu le retard. 16 juin 63, c'est la première femme dans l'espace pour les soviétiques. Entre-temps, 1961, vous le savez, c'est la très courte mais très belle période où le président John Fitzgerald Kennedy arrivera au pouvoir. Hein. Kennedy, hein, vous savez, qui sera au pouvoir de 61 à 63. Le pauvre ne terminera même pas son premier mandat, à peine en pleine campagne électorale. Hein. Pour un éventuel deuxième mandat, vous savez qu'il est assassiné un certain 22 novembre. Mais Kennedy, au début de la décennie, hein, avait fait un très grand discours que tout le monde connaît, hein, dans lequel il réagit très fortement, à cette maîtrise de l'espace par les soviétiques, et il lui dit, nous allons trouver encore un nouveau défi, on enverra avant la fin de cette décennie un homme sur la Lune, hein, et on le fera non pas parce que c'est facile, mais justement parce que c'est difficile. C'est un fameux discours extrêmement connu, hein, et en effet, la promesse de Kennedy, post-mortem, sera tenue, puisque le 21 juillet 1969, c'est le succès des programmes Apollo, après pas mal d'échecs d'ailleurs, beaucoup de concurrence des soviétiques, hein, qui vont essayer eux aussi, mais qui n'y arriveront pas à avoir ce programme lunaire. Eux, ils enverront des sondes sur la Lune, c'est déjà pas mal, mais l'homme sur la Lune, c'est Neil Armstrong, c'est le premier homme sur la Lune, c'est le 21 juillet 69, c'est un grand succès de la NASA et des États-Unis qui vont de 69 à 72 envoyer quand même jusqu'à 12 hommes sur la Lune. Donc on voit la conquête spatiale
été gagnés par les États-Unis. Il y a toujours à l'heure actuelle une compétition, vous le savez, internationale cette fois-ci, puisque plein de pays désormais participent, comment dire, à l'exploration spatiale. Hein. Mais jusqu'à nouvel ordre, nous sommes en 2020, un homme sur un autre astre, la Lune en l'occurrence, ça reste l'apanage des États-Unis. Les soviétiques, de leur côté, vont se concentrer alors sur un programme, comment dire, de station spatiale. Hein. Ce seront les premiers, c'est vrai, avec Salyut 1, le 19 avril 1971, et puis ensuite tout un tas de stations, jusqu'à la station Mir des années 80, hein, qui ensuite, vous savez, il n'y aura plus qu'une seule station, la station internationale. Puis l'espace, après cette conquête, cette compétition, eh bien, deviendra aussi un espace de la détente. 75, on verra tout à l'heure, c'est l'année d'Helsinki. Le 15 juillet 75, eh bien, c'est la fameuse mission Apollo-Soyouz, hein, où un module Apollo et un module Soyouz vont se mettre ensemble, si vous voulez, le 15 juillet 75, pour bien montrer que la coopération dans l'espace, ça se fait aussi avec c'est aussi la détente. Voilà. Donc petit aparté, mais je pense que c'est important que on ait bien à l'esprit cette histoire de la conquête spatiale qui fait partie complètement de la guerre froide. Hein, vous l'avez bien vu. Alors, la tension, revenant sur Terre, et la tension internationale va se décroître. Kennedy prend ses fonctions au début de l'année 1961 et on a bien compris que la situation dans le bloc de l'Est se dégrade et c'est à nouveau à Berlin pour la deuxième fois. Hein, depuis 47-48, hein, rappelez-vous, eh bien c'est de nouveau à Berlin que les problèmes vont, comment dire, se cristalliser. Et pourquoi Berlin? Eh bien, tout simplement parce que, eh bien, à Berlin, on va avoir donc le problème de la viabilité même, en fait, de la continuité de l'existence de la République démocratique allemande, la RDA. Rappelez-vous, création 1949, hein, octobre 49, création purement idéologique. Hein, puisque bien sûr il n'y avait aucune existence, si vous voulez, défendable d'un État est-allemand. L'Allemagne avait fait son unité, surtout très jeune, en 1870. La diviser en deux n'avait évidemment pas de grand sens. Et puis surtout, on a voulu faire de cette RDA un modèle, le modèle, comment dire, du pays communiste de l'Est, et ça n'a tout simplement pas fonctionné. Hein, et ça n'a pas fonctionné parce que très rapidement, on s'aperçoit que l'Allemagne de l'Est est devenue une passoire dans le camp socialiste. En effet, entre 49 et 61, on a une véritable hémorragie de la population allemande. C'est-à-dire que les Allemands de l'Est partent vers l'Ouest par tous les moyens qu'ils peuvent. Et entre 2,6 et 3,6 millions d'Allemands de l'Est fuient de l'Allemagne de l'Est vers l'Allemagne de l'Ouest en un peu plus d'une décennie. Alors c'est évidemment catastrophique. C'est une véritable hémorragie. Les plans quinquennaux, septennaux qui sont mis en place dans l'économie planifiée de l'Allemagne de l'Est ne fonctionnent pas. Hein. Il y a des problèmes de pénurie, certainement aussi des problèmes de corruption. Et on s'aperçoit surtout que c'est Berlin qui fait office de passoire, parce que si, comment dire, la frontière entre l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest est bien gardée, évidemment, du fait du rideau de fer, vous vous en doutez, le fait est que l'existence de Berlin-Ouest agit un peu, si vous voulez, comme une passoire, comme un endroit où on peut facilement quitter l'Allemagne de l'Est pour l'Allemagne de l'Ouest. Et c'est ce qui se produit en août 61, on s'aperçoit que jusqu'à 47 000 Allemands dans les 2 premières semaines d'août 61 sont partis. Alors la crise, va commencer de cette manière-là.
C'est très simple, les soviétiques veulent mettre un terme à ça, à cette image dégradée de l'Allemagne de l'Est, et puis toujours la peur, hein, qu'un des verrous, si vous voulez, des pays de cette savante construction du bloc de l'Est se cède, hein, et que si un cède, et vous avez bien compris que c'était la crainte de Khrouchtchev, et ce sera la crainte de Brejnev aussi après, si un de ces verrous cède, tout s'écroule. C'est ce qui s'est produit d'ailleurs, hein, je vous le rappelle, en 1989, on en reparlera plus tard. Eh bien là, c'est un peu la même chose, hein, et donc dès le 4 août 1961, eh bien on oblige les Allemands de l'Est à s'enregistrer quand ils sont à Berlin-Est, afin d'établir un début de contrôle des flux qui vont de Berlin-Est à Berlin-Ouest. Il y a des points de contrôle, bien sûr, mais il est, comment dire, il n'y a pas vraiment de surveillance, il n'y a pas de mur, justement, qui permettrait, comment dire, à ce que les choses soient mieux contrôlées. Alors, ce qui aussi provoque la construction du mur, c'est vraiment la faillite, les gros problèmes économiques. Hein. Le dernier plan septennal de 59 à 65 en RDA est un échec. Il y a une baisse de la production, une baisse des revenus, une pénurie alimentaire qui s'annonce. Bref, si vous voulez, il était grand temps d'agir. Et dans la direction est-allemande, aussi du Parti communiste, ces choses vont évoluer. En effet, l'ancien dirigeant est-allemand, le fameux Walter Ulbricht, eh bien, va être quelque peu minorisé face à ceux autour de la puissance montante de l'époque, un certain Erich Honecker, c'est un nom qui vous dit quelque chose, qui sont pour utiliser la manière forte. Donc les communistes, comment dire, actifs, particulièrement décidés à agir, vont agir, et Honecker l'emporte avec son idée, sa solution d'utiliser un mur, même si ça provoque une crise internationale. Après tout, on fait ce qu'on veut, on est dans notre camp, etc. Et on va donc se protéger de cette passoire qui est devenue le passage vers l'Ouest. Ainsi, du 12 au 13 août 1961, c'est donc la construction du mur par la RDA. Alors, bien sûr, protégé par les soldats de l'Armée Rouge. Je vous rappelle que dans tous ces pays de l'Est, donc du pacte de Varsovie, l'Armée Rouge est présente dans ces casernes et donc va protéger les constructeurs du mur. Et donc la RDA, le gouvernement de la RDA obtient les pleins pouvoirs, bien sûr, pour le construire. 14 500 soldats soviétiques vont protéger l'ouvrage en construction. Et donc également le mur sera définitivement consolidé en septembre 61. Je vous ai mis quelques photos, on voit très bien comment l'édifice est gardé alors que ce sont que quelques briques, et ensuite vous avez une infographie qui vous montre comment cette structure va se mettre en place. Alors bien sûr, c'est un grand tollé général. On va l'appeler le mur de la honte. On va se dire, mais qu'est-ce que l'Allemagne de l'Est, qui est déjà dans un piteux état, que craint-elle vraiment? Est-ce que c'était vraiment... Enfin, on va surtout déplorer cette fuite en avant dans le côté militaire, comment dire, et autoritaire du régime est-allemand. Ainsi, donc, le 16 août 1961, tout de suite, dès que ce mur a été construit, il va y avoir une grande protestation. 300 000 personnes autour du maire de Berlin-Ouest, 300 000 personnes vont manifester le 16 août 61. C'est une foule énorme qui va s'amonceler devant le mur côté ouest et réclamer bien sûr à ce que ce mur soit démantelé. Très important, Berlin-Ouest, parce que le maire de Berlin-Ouest à cette époque-là s'appelle Willy Brandt, et Willy Brandt sera le principal acteur au début des années 70 de ce qu'on va appeler l'Ostpolitik, dont on reparlera tout à l'heure, qui est quelque chose qui va, une politique qui va permettre justement de poursuivre, comment dire, la préparation du terrain d'une nouvelle détente après toute cette série de crises. Donc, grande protestation occidentale. Mais le mur, si vous voulez, va bien sûr rester. En juin 1962,
63, dernière année de sa vie, le pauvre Kennedy se rend à Berlin-Ouest et donc va prononcer un grand discours, bien sûr, de volonté de liberté, hein, de ce mur, et il prononcera son fameux discours en disant « Je suis un Berlinois, hein, ich bin ein Berliner », ce qui sera entendu et fait encore rire aujourd'hui dans l'historiographie des relations internationales comme étant Ich bin ein Berliner, c'est-à-dire je suis une saucisse. Voilà, l'anecdote est authentique, donc je vous la donne. Enfin, l'image est très forte. Kennedy, évidemment, champion de la liberté, jeune président démocrate donc des États-Unis, qui va prononcer contre la construction du mur. C'est un des grands moments. Donc ce mur va rapidement devenir l'un des grands symboles de la guerre froide, hein. Division des deux Allemagnes, division des deux Corées, on en a déjà parlé aussi, l'Extrême-Orient. On passe évidemment de 7 points de contrôle, de 61 points de contrôle, pardon, à 7 points simplement, dont le fameux checkpoint Charlie. Donc ça va beaucoup améliorer le contrôle effréné, hein, évidemment la fuite des Allemands de l'Est vers l'Ouest. Côté Est, on va présenter ça comme une grande victoire. Ce sera le début de l'ère de Honecker, je l'ai dit tout à l'heure, hein, succédera à Ulbricht. Honecker qui deviendra évidemment l'incarnation de cette fermeté est-allemande. Côté Est, on appellera ce mur un mur de protection antifasciste. Évidemment, du côté ouest, je l'ai dit, ce sera le mur de la honte. Ainsi se termine la deuxième crise de Berlin, hein. On le voit, c'est une crise vraiment plutôt unilatérale, hein, qui conforte encore, comment dire, le principe de guerre froide, de non-ingérence dans les affaires des autres pays. Mais là, si je puis dire, un des grands symboles de la guerre froide voit son décor planté. Alors, voilà pour cette année 1961, décidément la tension avec les pays, comment dire, de l'Est et entre États-Unis et Union soviétique se tend de nouveau. On voit bien que, comment dire, que la situation en Europe est vraiment bloquée. Il y a cet équilibre aussi de la terreur nucléaire, hein. Chacun se dit comment va-t-on reprendre l'initiative. Et puis voilà que à la fin de cette année 1959, hein, à la fin de l'année 59, se produit, si vous voulez, un événement donc bien loin de notre théâtre d'opération européen, qui va être la prise de pouvoir par des communistes. Hein, parce que bien sûr, on est toujours, hein, dans le cadre de la guerre froide, dans une éternelle grand jeu international, hein, que ce soit en Amérique latine, en Amérique centrale, en Afrique, hein, je l'avais dit, en Extrême-Orient, toutes les guerres de décolonisation, ensuite la guerre du Vietnam, enfin, etc., etc. Tout ce que j'ai pu vous évoquer jusque-là est toujours quelque part un affrontement Est-Ouest. Et là, il va y en avoir un majeur qui va avoir lieu, parce que là, c'est le comble absolu, et vous regarderez la carte que je vous ai envoyée, celle qui a été distribuée, eh bien, c'est que à 180 km à peine des côtes, donc de la Floride, hein, dans les Caraïbes, voilà qu'une île qui était dirigée par un dictateur entre les mains des États-Unis, un certain Batista, et voilà qu'une île, donc du nom de Cuba, eh bien, bascule dans une révolution communiste. La guérilla anti-Batista, animée par un jeune avocat du nom de Fidel Castro, finit par l'emporter, renverser le régime de Batista et installer un régime communiste. Castro n'est pas seul, il est accompagné d'un héros légendaire, si je puis dire, de la révolution communiste en Amérique latine, qui s'appelle le Che Guevara, hein, et qui donc est un peu le commissaire politique, si je puis dire, l'idéologue, hein, du régime castriste, et qui va annoncer effectivement très rapidement que
Cuba est un pays de type socialiste communiste. Et bien sûr, là, très intéressant pour Khrouchtchev, qui est toujours coincé entre ses idées de détente et l'idée aussi de raffermir le camp socialiste, parce que très rapidement, l'île de Cuba va demander une aide, hein, bien sûr, aux grands frères soviétiques. Hein, et ça, tout aussi libéral et gentil, entre guillemets, que soit Kennedy, ça va être extrêmement mal vu. Extrêmement mal vu et très très rapidement. Hein, mise en place déjà de filtres maritimes, hein, pour contrôler tout ce qui arrive vers l'île de Cuba, hein, et notamment quand il s'agit de fret ou de ravitaillement venant, comment dire, du camp socialiste. Et vraiment, l'idée de l'administration Kennedy va être très vite de se débarrasser par tous les moyens de cette enclave communiste en plein camp capitaliste. Je renvoie toujours cette image, un peu de la réponse du berger à la bergère. Hein. Rappelez-vous de la crise de Berlin, rappelez-vous de ce qu'on vient d'évoquer au sujet du mur de Berlin, hein, et de Berlin-Ouest, qui est une présence symbolique certes, mais quand même une présence capitaliste, occidentale, en plein camp communiste. Bah là, on a un peu le contraire, avec une île tout entière acquise aux idées marxistes-léninistes. Alors tout de suite, réaction, dès le 15 avril 61, Kennedy fait bombarder l'île, hein, espérant ainsi provoquer peut-être une révolution qui nous débarrasserait de Castro. 15 avril, donc une vague de bombardiers B-21 camouflés en avion de ligne cubain pour pas attirer l'attention, bombarde l'île. Et puis on va un peu plus loin, assez rapidement après, entre le 16 et le 20 avril 61, la CIA, avec comment dire, des troupes anticastristes formées, hein, débarque dans l'île en vue de renverser le régime de Cuba, hein, le régime castriste. Hein, c'est le débarquement dit de la baie des Cochons. Et là, il se trouve que ça rate. Les Cubains communistes arrivent à contrer cette tentative de débarquement et à rejeter à la mer les émeutiers anticastristes. Et puis très rapidement, ça déclenche un scandale, parce que bien sûr, on dit, mais les États-Unis étaient derrière, ils ne respectent donc pas, enfin vous imaginez les relations Khrouchtchev-Kennedy, ne respectent donc pas les normes internationales de non-ingérence, etc., etc. Bon, voilà, vous voyez le style. Donc là, la tension continue de monter d'un cran. Novembre 61, les États-Unis décident de répliquer. Et pas de répliquer à Cuba. Ils vont déployer depuis un pays membre de l'OTAN, en l'occurrence la Turquie, une flopée de missiles nucléaires en direction du camp socialiste et plus particulièrement de l'Asie centrale soviétique. Excusez-moi. Et donc, ça, évidemment, ça va particulièrement déplaire à Khrouchtchev, ce déploiement de missiles en Turquie. C'est peut-être, dit-on, certains historiens le pensent, une des raisons qui vont faire que Khrouchtchev va avoir l'idée d'aller encore plus loin, hein, bien sûr, dans la montée de la tension, de rien apaiser du tout, et de, à son tour, déployer des fusées depuis Cuba. Hein. On y reviendra. Février 62, on continue de progresser dans la montée de la tension internationale. C'est le fameux embargo. Le fameux embargo qui est décidé par l'administration américaine, c'est-à-dire d'isoler Cuba, hein, sur tous les plans, pour bien sûr affamer les Cubains, un peu comme on avait fait un blocus, rappelez-vous, de Berlin-Ouest, hein, en 48, hein, 48-49 avec, comment dire, Staline. Eh bien là, c'est un peu la même chose. On met un embargo sur l'île de Cuba. Je vous rappelle que cet embargo avait été historiquement mis un terme à cet embargo, hein, en 2009, hein, avec l'administration Obama, hein, et que l'administration Trump, donc en 2017, avait rétabli. Hein. Peut-être que définitivement cet embargo disparaîtra dans la forme actuelle qu'a pris, type de régime de transition qu'a pris l'île de Cuba depuis la mort de Fidel Castro il y a quelques années.
Mais revenons-en à l'année 62. Là, ça commence à faire peur à Castro, qui demande vraiment de l'aide aux soviétiques. Et ainsi, évidemment, Khrouchtchev va accepter et va déployer, en effet, il se dit, voilà, ils ont déployé des fusées, comment dire, en Turquie, eh bien nous allons déployer nos fusées dans l'île de Cuba, pourquoi pas, hein, des missiles SS-4 et SS-5. Je vous rappelle la petite illustration du cours en introduction, hein, vous avez vu le rayon d'action de ces missiles, les SS-4 2000 km, les SS-5 4000 km. Cuba devient un porte-avions communiste bardé de missiles nucléaires, si vous voulez, à 180 km des côtes de la Floride, et peut arroser ainsi une bonne partie du territoire nord-américain, Canada compris d'ailleurs. Alors là, c'est la panique qui commence, panique parce que les États-Unis, cette fois-ci, prennent les choses vraiment très au sérieux. Hein. Kennedy mobilise 150 000 réservistes. Hein. Les avions espions, les fameux U-2 dont on a parlé au début de ce cours, vont quadriller toute la surface de l'île. Et donc Kennedy va dénoncer à l'automne 62 à la télévision, hein, donc rappelez-vous aussi c'est la guerre des médias, hein, aussi la guerre froide, hein, c'est le moment du lancement de la télévision, etc., les satellites, vous avez compris qu'on passait dans le monde que l'on connaît encore aujourd'hui, hein, presque, et donc c'est là le scandale international. Kennedy dénonce l'Union soviétique comme étant un fauteur de guerre, Khrouchtchev, décidément, incorrigible ce Khrouchtchev, hein, fauteur de guerre pas possible, qui veut déclencher une guerre, puisque, voilà, on prouve que ces missiles sont installés donc dans l'île, et c'est le 22 octobre 62 hein, que Kennedy dénonce tout cela à la télévision. C'est évidemment saisie du Conseil de sécurité de l'ONU, veto soviétique, vous l'imaginez, on n'y revient pas, on a déjà vu ça, et on passe surtout dans le système d'alerte nucléaire nord-américain en DEFCON 2. Alors je vous passe les détails des procédures, comment dire, donc de l'US Air Force, hein, mais le DEFCON 2 c'est le dernier stade avant ce qu'on appelle le DEFCON 1 qui signifie Troisième Guerre mondiale. Hein. Donc on est à deux doigts vraiment d'une guerre nucléaire, et Kennedy fait tout pour que Khrouchtchev en soit absolument persuadé. Les navires soviétiques sont arraisonnés, 25 octobre 62, et le 28 octobre, 26 octobre même 62, on apprend que Khrouchtchev a décidé de céder. Le bras de fer s'est terminé, et il va retirer ses fusées. On l'a échappé belle, croyez-moi. Plus j'ai beau retourner cette affaire, comment dire, de la chronologie de la crise des fusées, je pense que c'est dans l'histoire des relations internationales sur les dernières décennies une des rares fois où on a vraiment frôlé un conflit thermonucléaire. Peut-être l'avons-nous frôlé il y a quelques années avec la surenchère entre Trump, rappelez-vous, et Kim Jong-un au sujet de la Corée du Nord. L'histoire le dira, impossible de répondre à cette question, mais par contre, l'histoire sait que fin 62, on est passé vraiment tout près d'une guerre thermonucléaire. Une guerre donc évidemment qui aurait été une destruction mondiale, hein, puisque bien sûr vous savez que personne ne peut sortir vainqueur de ce genre de conflit, étant donné la létalité des bombes utilisées déjà à l'époque. Les États-Unis font un pas aussi de leur côté, ils retirent leurs missiles déployés en Turquie, et puis on fait une cote mal taillée, si vous voulez, décidée entre Khrouchtchev et Kennedy. Kennedy promet que lui et ses successeurs n'envahiront pas l'île, hein, mais en échange, ils maintiennent quand même l'embargo et la surveillance de l'île. Donc le régime castriste est sauvé, Khrouchtchev sauve
lui aussi un peu sa face, en disant voilà, nous leur avons tenu tête, ce régime restera implanté, surtout quand on sait ensuite le rôle que Che Guevara va jouer hein, dans toute la période qui va suivre, à la fois en Amérique latine, hein, où il sera à la tête de tout un tas de créations de petites guérillas castristes visant à faire des misères à toutes les juntes militaires installées par là aux États-Unis, en Argentine, en Bolivie, au Chili, partout. Hein, bon. Également guérilla qu'il développera notamment en Afrique. N'oubliez pas que l'Afrique sera aussi un des enjeux de la guerre froide. Je vous avais passé une carte à ce sujet. Hein. Le bilan de la crise, c'est que désormais, il n'y a plus tellement de choix que de trouver cette fois-ci un terrain d'entente. Soviétiques ont montré vraiment les limites de la guerre froide, des conflits de guerre froide. Les Occidentaux ont prouvé qu'ils tenaient, qu'ils étaient cohérents, qu'ils tenaient le coup. Et on installe un téléphone rouge à partir du 30 août 63 entre les Washington et Moscou afin de permettre, bien sûr, que dès les prochains problèmes, eh bien, on puisse être en mesure de se téléphoner, de se parler avant d'en arriver à une telle escalade, telle que j'ai pu vous l'évoquer. Également, pas d'autre choix effectivement que la détente, et puis bien sûr qu'il devrait être basé sur une désescalade nucléaire. On a compris qu'on était des deux côtés. Vous avez vu ce bras de fer en petit croquis que je vous ai mis au début. On voit Khrouchtchev et Kennedy autour d'une table en train de faire un bras de fer, et en dessous d'eux d'avoir d'épouvantables bombes. Effectivement, les deux superpuissances sont assises sur des bombes. On a atteint là un cap. Il y aura un avant et un après la crise des fusées de 62. Tout cela se termine par deux quand même coups assez importants qui vont un peu remettre, si vous voulez, les compteurs à zéro et faire que la désescalade ne va pas intervenir tout de suite. C'est d'abord la mort de Kennedy le 22 novembre 63, hein, assassiné à Dallas dans des circonstances qui ne sont, comme vous le savez, toujours pas éclaircies. Hein. Et le 14 octobre 64, un peu moins d'un an après, c'est Khrouchtchev qui est destitué. Khrouchtchev, cette fois-ci, c'est le seul cas dans l'histoire de l'Union soviétique qu'un dirigeant, un secrétaire général tout-puissant du Parti communiste est destitué. Imaginez la chose pour Staline, c'est impensable. Eh bien là, Khrouchtchev, lui, il est destitué, il est mis en minorité au Politburo, comme on dit, et il sera donc destitué de ses fonctions et remplacé d'abord par une troïka, et puis ensuite très rapidement par un homme qui va s'imposer, qui va incarner non pas forcément un immobilisme, mais plutôt une forme de pragmatisme soviétique, un homme du nom de Léonid Brejnev, qui de 64 à 1982 sera le leader de l'Union soviétique, jusqu'à quasiment sa fin. On aura l'occasion, évidemment, d'y revenir. Donc, coup d'arrêt à une dynamique qui aurait pu naître, puisque Khrouchtchev et Kennedy ont envisagé, bien sûr, les éléments d'une relance de la détente en 63, mais bon, Kennedy va rapidement quitter la scène, et puis ce sera très vite donc la fin de Khrouchtchev et l'arrivée aux affaires donc d'une nouvelle équipe concernant Moscou. Alors tout ceci va nous amener à présent à aborder la seconde partie. Alors, la seconde partie, pour laquelle je vais traiter à présent de la montée, si on peut dire, vers la énième crise du camp socialiste, qui est ce qu'on va appeler le printemps de Prague, en Tchécoslovaquie en 68. Puis nous ferons une courte pause avant d'aborder la détente et les nouvelles tensions internationales qui vont se mettre en place. En effet, Brejnev arrive aux affaires.
Et ce que on peut dire avec cette équipe brésilienne, c'est qu'elle n'est vraiment pas du tout réformatrice. Et côté États-Unis, vous le savez, l'assassinat de Kennedy amène aux affaires donc Johnson, son vice-président, qui va terminer le mandat, qui va être réélu, Johnson qui sera aux affaires jusqu'en 69, et Johnson, la grande affaire de son pouvoir ne va pas être, et vous l'avez bien compris, la lutte frontale avec l'URSS, mais les affaires d'Extrême-Orient, puisque qu'est-ce que commence en Extrême-Orient à ce moment-là? C'est la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam qui va opposer le Nord, Vietnam, soutenu bien évidemment, vous l'avez bien compris, par l'Union soviétique, face à un Sud-Vietnam contrôlé par les Américains, et c'est par extension la même guerre qui va se prolonger ensuite dans le Cambodge voisin. Toute cette région va devenir le point chaud d'un affrontement Est-Ouest pendant toute la fin des années 60 et le début des années 70. Donc, on va beaucoup moins parler de tout ça, et c'est donc en Europe, et je reviens là-dessus, que le travail mené par De Gaulle jusqu'en 69, et ensuite celui qui va être repris par Willy Brandt en Allemagne, c'est tout ce travail qui va pouvoir permettre d'aboutir à la détente donc de la conférence d'Helsinki qui s'ouvrira en 74 pour aboutir aux accords d'Helsinki de 1975. Et ce long travail de politique indépendante, De Gaulle va continuer de le mener, je vous l'ai dit, avec donc le fameux traité de l'Élysée qui sera signé en 1966, en 63 pardon, et puis la sortie de l'OTAN, elle qui sera effective en 1966. Tout cela va donc permettre de créer vraiment un espace pour un futur dialogue, en attendant que la situation des deux superpuissances, États-Unis et URSS, le permettent. Alors, le printemps de Prague, pourquoi, comment est-ce que cet événement, si vous voulez, va donc se produire, donc à nouveau, encore une fois, à l'Est. Alors, le printemps de Prague, si vous voulez, ça part d'abord d'un souhait de réforme économique. Ça, c'est vraiment, je pense, tout à fait important de le préciser. Des réformes économiques, d'abord dans le camp socialiste, avant d'aborder éventuellement un chapitre politique. Et c'est d'ailleurs pour ça. C'est d'ailleurs pour ça que les soviétiques vont laisser faire dans un premier temps, parce que peut-être est-ce intéressant de voir ce que il va pouvoir se passer donc sur ce plan-là. Alors il y a deux personnes qui incarnent, si vous voulez, ces réformes. La première, c'est Alexandre Novotny. Novotny qui sera un des principales têtes, si vous voulez, au pouvoir à la tête du parti communiste tchécoslovaque, et qui va donc d'abord entamer une série de réformes, proposer une série de réformes économiques de ce que l'on appellera, et ce que l'histoire retiendra, comme étant le socialisme à visage humain. Alors, en gros, de quoi s'agit-il de façon relativement simple? Eh bien, ces réformes économiques proposées par les Tchécoslovaques dès les années 66-67, je parle d'avant, donc le printemps de Prague lui-même, c'est, je résume, d'introduire un petit peu de capitalisme, de notions capitalistes dans l'économie socialiste. Alors cette idée, bien sûr,
évidemment, va faire son chemin. Il s'agit de laisser des notions de libre concurrence, d'intéresser par exemple les petites entreprises à un certain bénéfice, et puis un petit peu de privatisation aussi au niveau, si vous voulez, des petites entreprises, des petites propriétés terriennes, etc., etc. Et tout ça va faire son chemin très très bien d'ailleurs même, d'autant plus que dans les autres parties du camp socialiste, et notamment en Hongrie, hein, rappelez-vous de l'installation 56 du très khrouchtchevien Kadar, János Kadar. Kadar, dans les années 60, il va développer aussi en Hongrie des réformes économiques un peu inspirées de la même chose, qu'on appellera d'ailleurs le socialisme goulash, hein, parce que c'était aussi permettre une certaine forme de développement de la prospérité économique, un peu occidentalisée dans ces pays-là, y compris en Roumanie aussi. Il y a une forme de libéralisation économique un petit peu qui se passe à l'Est à cette époque. Et avec un certain succès. Et Moscou observe. Brejnev n'est pas un réformateur, mais mais il est plutôt pragmatique, et tant que les régimes politiques ne bougent pas et restent, comment dire, soumis à Moscou, il n'y a aucune raison particulière pour, comment dire, vouloir intervenir là-dedans. Mais voilà, voilà que les choses, évidemment, encore une fois, ne vont pas se passer comme vous l'imaginez, comment dire, dans le calme. Parce que du 5 janvier 68 au 21 août 68, eh bien, on va passer au volet politique. Et cette fois-ci, c'est Alexandre Dubček, hein, un autre Alexandre, qui, lui, va lancer la partie politique des réformes. Hein. Et Dubček, donc vous avez vu une photographie dans la petite présentation que j'ai faite de ce cours, lui, eh bien, lance cette grande idée du socialisme à visage humain. C'est-à-dire, voilà, on a démocratisé un peu l'économie, hein, si sur le plan politique, on veut, disons, une voix, que chaque pays du camp socialiste puisse avoir une voix à lui dans le socialisme, hein, que ça ne soit pas toujours l'exécution de la doctrine pyramidale venant de Moscou. Et il lance cette idée, vraiment, en pensant vraiment que c'est un vrai débat dans le communisme, alors que, vous avez bien compris, Moscou va devoir à nouveau siffler la fin de la partie, toujours au nom du fameux principe, hein, que si une des pièces du puzzle de l'Est s'en va dans un sens, tout s'écroule. Peut-être était-ce une erreur. Hein. Les Hongrois, c'est sûr, en 56, il y avait une volonté de partir. Si rien n'avait été fait, même si c'est épouvantable, évidemment, cet écrasement de ce peuple en révolte, si rien n'avait été fait, pas impossible que la déstalinisation aurait fait gagner la fin de la guerre froide une quarantaine d'années. Tant mieux pour tout le monde, d'ailleurs, peut-être. Là, il est moins sûr que Dubček ou Novotny n'aient vraiment jamais voulu quitter le camp socialiste. Par contre, le socialisme à visage humain rappelle beaucoup, et vous serez d'accord avec moi, des réformes que avait mis en place, et des mesures mises en place par János Imre Nagy, hein, par Imre Nagy dès 1956. Et qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il? C'est la libération des dissidents politiques, hein, dont le fameux Milan Kundera. Vous connaissez bien sûr ce immense écrivain. C'est la liberté à nouveau d'association, la liberté de réunion, la liberté de revendication, le retour des droits fondamentaux, la liberté de la presse. Hein. Tout ça va provoquer ce qu'on va vraiment appeler le printemps de Prague, c'est-à-dire ces gens qui se réuniront notamment sur la place Venceslas, hein, à Prague, et qui vont évidemment débattre, proposer pendant de longues semaines, en construisant le socialisme à visage humain, du moins l'espérait-il.
Hein. Tout ça est officialisé en plus, avec la préparation du prochain congrès du Parti communiste tchécoslovaque. Bref, une véritable révolution risque de se produire. C'est évidemment dans l'instauration du socialisme à visage humain. Hein. À la fois une meilleure maîtrise de l'économie et puis quand même quelques libertés dans le socialisme. Bien sûr, la stratégie communiste est toujours internationale, ne l'oubliez pas, surtout avec les partis frères. Donc là, attention, Moscou s'inquiète. On voit déjà que les Hongrois ont fait quelques réformes économiques, mais Kadar n'a pas été plus loin, il est prudent, il se souvient de 56. On sait aussi qu'en Roumanie, le vieux George Udai est mort dans les années 60, le vieux stalinien Dej, et il a été remplacé par un jeune et brillant secrétaire général, du moins à l'époque, qui s'appelait Nicolae Ceausescu, qui lui est en train de développer un communisme national en Roumanie. Hein. Il n'y a pas d'autre terme, avec un culte de la personnalité particulièrement, si je puis dire, salé. Hein. Et qui lui aussi est très intéressé par une voie distincte de Moscou. Hein. Et tout ça intéresse beaucoup, est entendu aussi jusqu'aux États-Unis. Hein. Empêtrés certes dans la guerre du Vietnam, mais qui se disent tiens, c'est intéressant, là, on a peut-être quelque chose qui est en train de se passer, à nouveau dans le camp socialiste, une volonté de tout simplement, non pas forcément de rupture, mais de changement. Et tout cela, eh bien, évidemment, vous l'avez bien compris, Brejnev ne va pas du tout pouvoir le permettre. Hein. Et c'est donc le 3 août 1968 que à Bratislava, alors voilà encore un jeu peut-être lamentable sur la sécession qu'il peut y avoir entre Slovaques et Tchèques. Rappelez-vous que quelqu'un avait joué là-dessus en 1938, c'était Hitler, qui avait permis la création d'une Slovaquie fasciste. Eh bien là, c'est bien du côté slovaque, encore une fois, que Brejnev va s'appuyer, puisque le 3 août 68, il crée ce qu'on appelle le bloc de Bratislava au sein des troupes du pacte de Varsovie, c'est-à-dire participation de l'armée rouge, de la RDA, bien sûr, de la Pologne, de la Hongrie et de la Bulgarie, hein, qui décident ensemble d'accepter de faire une intervention armée, qui va durer quelques jours, entre le 18 et le 21 août 68, et dont le but, évidemment, va être, vous avez bien compris, d'écraser le printemps tchécoslovaque, comme on l'avait fait en 56. Pareil, on va envoyer les avions, les chars, sur les manifestants et se débarrasser du socialisme à visage humain, ni plus ni moins. Il y a un État qui va refuser. Et il faut s'en souvenir, parce que c'est important pour la suite. C'est la Roumanie de Ceausescu, précisément. Parce que Ceausescu refuse d'envoyer des troupes roumaines, de l'armée communiste roumaine, pour écraser les camarades tchécoslovaques réformateurs, parce qu'il est pour lui aussi une voie particulière dans le communisme. On sait à quel point ce régime roumain dégénérera dans une véritable caricature ubuesque à la fin des années 80. Et donc, lui, c'était vraiment pour le pire, sans doute. Mais à l'époque, cela va donner, après 68, et dans le cadre de la détente, une aura incroyable de Ceausescu. De Gaulle, en fin de mandat, se rendra à Bucarest, mais pas que De Gaulle. Également Nixon fera un voyage. Nixon qui va succéder à Johnson. Hein. Nixon, ce républicain qui mettra un terme à la guerre du Vietnam. Hein. Nixon, ses dates sont 69 à 74. Hein. C'est lui qui sera au bord du processus d'Helsinki. Nixon, qui, vous le savez, disparaîtra
du pouvoir, démissionnera du pouvoir en début de son deuxième mandat suite au scandale du Watergate, faire d'espionnage du Parti démocrate dans l'immeuble du Watergate, je n'y reviens pas. Et néanmoins, Nixon se rendra aussi. Je vous conseille de regarder les images ou les reportages qu'on peut voir sur YouTube, notamment du voyage de Nixon à Bucarest, où vraiment Ceausescu était considéré comme vraiment le grand leader, si vous voulez, post-printemps tchécoslovaque, ce qui paraît d'ailleurs absolument incroyable. Et pourtant, c'est ce que ça va provoquer. Revenons-en à notre malheureuse Tchécoslovaquie. Je dis malheureuse Tchécoslovaquie parce que franchement, dans cette histoire des relations internationales au XXe siècle, c'est quand même un des pays qui a le plus souffert, vous en conviendrez. Souffert de tout, souffert d'Hitler, souffert de Staline, souffert ensuite des diverses répressions, dont celle-là aussi. Et du 18 au 21 août 68 va s'abattre sur Prague principalement la fameuse opération Danube. Opération Danube qui va rassembler 400 000 soldats, 6 300 chars, 2000 canons qui vont déferler sur Prague et sur ses habitants, qui vont être évidemment soumis à une répression terrible. Je vous renvoie bien sûr aux images que j'ai mis en début de ce cours. Vous voyez, comment dire, les chars entrés dans Prague, la population tentant de les arrêter. Ça fait une de Paris Match, vous l'avez vu. Évidemment, là, l'image de l'Union soviétique en reprend vraiment un très mauvais coup. Le bilan de cette opération est quand même vraiment dramatique. Des centaines de morts, quand même, tués dans Prague. 70 000 réfugiés qui vont quitter le pays. Et puis, on ne l'oubliera pas, évidemment, l'arrestation de Novotny, de Dubček, et l'installation d'un brejnevien pur et dur, Gustav Husak, qui va rester jusqu'à ce que Gorbatchev lui fasse comprendre que c'était terminé, que le système communiste répressif, on aura l'occasion d'y revenir. Terrible printemps de Prague, qui décidément nous dit que comment diable va-t-on pouvoir, après cela, repartir pour une détente. Alors c'est précisément ce que l'on va voir par la suite, et avant de faire une pause très courte et d'aborder la conférence d'Helsinki, les accords d'Helsinki 74-75, qui va être la grande détente mise en place à cette époque-là, il faut bien rappeler, c'est tout à son honneur, que l'ost politique que Willy Brandt va mettre en place en 1969, quand il devient chancelier de l'Allemagne de l'Ouest, chancelier social-démocrate, eh bien, ça va durer de 69 à 74, je ne le développe pas parce que nous n'en avons pas le temps, malheureusement, dans un format aussi court que d'1h30, mais bien comprendre que l'ost politique est le pendant direct de la politique d'indépendance qu'avait mené De Gaulle et qu'avait mis en place De Gaulle de 58 à 69. Cette main tendue vers l'Est, cette normalisation des relations avec l'Est, entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, et aussi de la Pologne, et de la Tchécoslovaquie, autour de tout cela va tourner l'ost politique de Willy Brandt. Ça va permettre, autour du développement du couple franco-allemand et de la politique que mènera Pompidou, notamment aux côtés de l'Allemagne de Willy Brandt, Pompidou étant le successeur de De Gaulle, tout cela va permettre d'ouvrir un champ qui va permettre en effet à cette conférence d'Helsinki d'avoir lieu. Et pourquoi un monolithe comme Brejnev deviendrait-il réformateur, deviendrait-il, comment dire, un peacemaker? Mais bien sûr que non. Mais vous avez bien compris que l'économie communiste tourne de plus en plus mal. Le problème de la RDA, vu au début de la décennie, prouvait que le système des plans quinquennaux, septennaux ne fonctionnait pas bien, se rouillait de partout. Et il faut absolument, évidemment,
pour Brejnev, en tout cas c'est tout à fait clair, établir en Europe une zone, comment dire, de coexistence afin de pouvoir éventuellement relancer l'économie soviétique. C'est tout cela qui va mener, toutes ces forces-là vont mener à la conférence d'Helsinki de 1974. Nous allons y revenir dans un instant, conférence d'Helsinki donc, puis les nouvelles tensions dans le bloc qui nous amèneront jusqu'en 1981-82. Je vous dis à tout de suite. Seconde partie du cours, donc après cette petite pause, nous revoilà donc un peu revenus au départ, un peu comme si on était après 56, après ce fameux printemps de Prague. En plus, cette répression du printemps de Prague qui va déclencher bien sûr une protestation mondiale. Le 16 janvier 69, un étudiant du nom de Jan Palach va s'immoler par le feu à Prague pour protester contre évidemment la répression après 68. Et beaucoup de manifestations vont avoir lieu, y compris dans le camp communiste, alors en Yougoslavie, vous imaginez, bien sûr, mais aussi en Roumanie, Ceausescu devenant un peu le nouveau champion, je l'ai dit, du communisme visage national, du communisme visage humain, dirions-nous, même si c'est absolument paradoxal dans son cas, mais n'empêche que c'est comme ça. Il a eu le courage de ne pas envoyer ses troupes roumaines écraser les Tchécoslovaques. Et puis l'Albanie aussi, qui avait déjà pris pas mal ses distances. Rappelez-vous, après la déstalinisation, pour être pro-chinoise, et qui là aussi en profite pour évidemment prendre ses distances, quoi. Donc même dans le camp socialiste, ça fragilise, quoi. Et donc vraiment, il faut sur tous les plans vraiment pour Brejnev et son équipe plutôt pragmatique autour de lui à Moscou, resserrer les rangs et reprendre l'initiative. Et cette fois-ci, il va falloir vraiment y aller dans cette fameuse coexistence pacifique, même bien au-delà de ça, dans vraiment une détente, des accords de désarmement aussi, tout cela très important vraiment pour arriver à comment dire, à relancer un peu le dialogue international. Épilogue quand même du printemps de Prague, et je crois que c'est ce qui explique en grande partie le drame de toute cette bissectrice, en fait, si vous voulez, qui va de 67 jusqu'à 1989, et c'est très simple, c'est que après la disparition de Brejnev en 82, il y a une courte transition de quelques années, où on y reviendra la semaine prochaine, qui va nous mener donc jusqu'à 1985 et l'arrivée d'un nouveau réformateur, cette fois-ci en la personne de Mikhaïl Gorbatchev. Et vous le savez, la politique de réforme de Gorbatchev était basée sur deux axes, la perestroïka et évidemment la glasnost. Et on va donc demander à Gorbatchev quelles étaient un peu de quoi s'était-il inspiré pour ces réformes économiques qui étaient ni plus ni moins que de comment dire mettre
dans la restructuration, donc la fameuse perestroïka, de mettre quelques notions capitalistes dans l'économie soviétique, planifiée. Hein, et ça vous rappelle rien? Bah si, les réformes de Novotny que j'ai évoquées tout à l'heure. Et on va demander à Gorbatchev, mais vous êtes inspiré de quoi? Et Gorbatchev dira, bah oui, il nous a manqué 19 ans, voilà. Donc, effectivement, faites le calcul, voilà, c'était ça, c'était le printemps de Prague. Hein. C'était les réformes de Novotny et de Dubček. Hein. Gorbatchev reprendra en grande partie les acquis, enfin ce qui aurait pu être les acquis du socialisme à visage humain. L'histoire ne l'a pas voulu. Hein. Brejnev ne pouvait, ou en tout cas estimait ne pas pouvoir faire autre chose que de réprimer ce printemps tchécoslovaque. Il y a sans doute voué l'Union soviétique à une mort certaine 20 ans plus tard. C'est quand même une conclusion, à mon avis, qui est sans appel. Donc voilà pour cela, et donc en tout cas en attendant, on va essayer de relancer un peu les choses, et cette fois-ci les États-Unis se dirigent vers la sortie du bourbier vietnamien, comme on dit. Nixon est aux affaires, avec une véritable volonté de dialogue. Bon, il y a l'ouverture vers la Chine, etc. Et on a une diplomatie là menée par Henry Kissinger, qui en tout cas à l'époque faisait plutôt florès au niveau de son succès. Hein. Et donc c'est à Helsinki que l'on décide, que l'on va réunir tous ces pays qui vont plancher dès le 3 juillet 73, hein, donc les travaux commencent vraiment très tôt. Hein. 35 États qui vont être représentés là, pour Est comme Ouest, hein, non alignés, hein, pour justement aboutir à une détente, justement, entre l'Est et l'Ouest. Détente nécessaire, manifestement, quand même, pour tout le monde, et y compris surtout pour l'Est d'ailleurs. On choisit Helsinki, pourquoi? Très simple, c'était une ville qui est en Finlande, État neutre, donc symboliquement c'est un peu à mi-chemin entre les deux pays, les deux camps, hein. Et donc c'est là que donc va s'ouvrir les travaux de cette conférence qui aboutira donc par disons par l'annonce de 10 principes importants que l'on va appeler le décalogue, autour desquels les pays signataires, à commencer bien sûr par les deux superpuissances, se rangeront en promettant de s'y tenir, c'est-à-dire de ne pas déroger à ces 10 points importants. Alors, les pays qui participent dès le 3 juillet 73, c'est l'ensemble des pays de l'Est et de l'Ouest. Seul l'Albanie, il faut savoir, n'y participera pas. Les États-Unis, donc les représentants, c'est Nixon, et puis ensuite après la désignation de Nixon, ce sera son vice-président puis président Ford. Côté URSS, donc c'est Léonid Brejnev, hein, au summum de son pouvoir, si on peut dire, hein, il est encore là pour presque 20 ans. Côté France, c'est Pompidou. Après le décès de Pompidou, ce sera Valéry Giscard d'Estaing. Côté britannique, ce sont les premiers ministres Edward Heath puis Harold Wilson. Et donc tout le monde signe ces fameux accords le 1er août 75, qui donc décident que l'on avant des relations Est-Ouest, de respecter les 10 points suivants. Premier de ces points, c'est le respect des droits inhérents à la souveraineté. C'est-à-dire qu'on ne veut plus entendre parler d'invasion de territoire, hein, on réaffirme les principes de l'après-45, hein, c'est-à-dire que plus de guerre, plus d'alliances militaires pour envahir le voisin. Hein. Le non-recours, second point, à la menace ou à l'emploi de la force. Hein. Non-recours évidemment à l'emploi de la force, c'est tout à fait clair, là aussi plus de répression donc venant d'un pays tiers vers un autre, donc plus de 56, plus de 68. Là tout ça c'est du côté soviétique. Respect de l'inviolabilité des frontières, ça aussi on veut une stabilisation de la nouvelle carte de l'Europe.
hein, voire pourquoi pas des autres pays dans le monde. Respect de l'intégrité territoriale des États. Quatrième point. Cinquième point, régler de manière pacifique les différends entre les pays. C'est-à-dire, encore une fois, très important, ça, c'est le retour. Le retour de la notion du droit sur la force. On ne veut plus entendre parler d'emploi de la force, etc. On revient décidément avec l'idée de la diplomatie qui doit régler les différends. Donc, pas d'armée, pas de guerre. La non-intervention dans les affaires intérieures. Alors là, c'est évidemment, on vise le côté soviétique. Prague, Budapest, sont évidemment visés. Peut-être pour ça aussi qu'en 1982, dans la dernière affaire qui nous intéresse dans ce cours d'aujourd'hui, les soviétiques ne sont pas intervenus en Pologne. Peut-être ils ont demandé aux Polonais de régler les problèmes eux-mêmes, quelque part, hypocritement, ils respectaient le principe d'Helsinki, on y reviendra. Septième point, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ça c'est on revient à la charte de l'ONU, etc. Bon, bien sûr, les droits de l'homme sont mis au centre de tout cela. Respect de l'égalité des droits et des peuples, à disposer d'eux-mêmes. Vieux principe de Wilson, le bon vieux principe de la conférence de la paix de 1919-1920, rappelez-vous, les 14 points de Wilson, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le revoilà. La coopération entre les États, bien sûr, toujours pareil, la voie diplomatique. Et bien sûr, l'exécution, évidemment, l'application du droit international. On a avec Helsinki, même si l'application d'Helsinki a été plus une bonne volonté entre les deux grands, mais on pourrait faire évidemment une liste de toutes les violations qu'il y a pu y en avoir après. Mais on a là une réaffirmation quand même du monde dans lequel on veut vivre, par 35 États, c'est-à-dire un monde de paix, de prospérité, et à commencer par la sphère européenne, et ça c'est important. La sphère européenne, qu'elle soit de l'Est et de l'Ouest. Ailleurs, c'est les zones d'influence, évidemment, des superpuissances, mais pour la partie européenne, Helsinki est très important, parce que ça va représenter un socle sur lequel, justement, la construction de l'Europe reprendra après, notamment 1989. On aura l'occasion d'en reparler plus tard. Donc voilà pour les 10 points, le fameux décalogue. Tout le monde signe ça, c'est une conférence importante, c'est la paix, la détente, etc. La mission Apollo-Soyouz, dont je vous ai parlé tout à l'heure en début de cours, qui symbolise elle aussi la détente, y compris dans l'espace. C'est le type voyage de Brejnev en France, aux États-Unis, etc. Rencontre Nixon-Brejnev, Ford-Brejnev, Pompidou-Brejnev, Brejnev visitant le salon de l'automobile à Paris. Je vous multiplie les images de cette détente. C'est vraiment la période, le milieu des années 70, où on croit vraiment qu'on est reparti pour, des temps meilleurs, quoi. Puis on crée une structure, la CSCE, Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, qui va être chargé de faire appliquer ce qu'on va appeler les fameuses corbeilles. Qu'est-ce que c'est que les corbeilles d'Helsinki? Eh bien, ce sont les 3 grands champs, si vous voulez, qui résument un peu le décalogue que je viens de vous dire. En 1995, cette CSCE deviendra l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. C'est très important, c'est une structure, CSCE et puis OSCE sont des structures qui joueront un rôle extrêmement important dans ce qu'on appellera plus tard l'intégration européenne, la construction de l'Union européenne et puis ses élargissements, bien évidemment. Alors, que dire de cela? Ces 3 corbeilles reposent à la première, évidemment, sur la coopération militaire entre l'Est et l'Ouest, évidemment, maintenir cette sphère de non-guerre, la garantie, deuxième point, des droits de l'homme, bien sûr, et la coopération économique, bien sûr, et écologique. Tout ça, vraiment, donne un socle très important à ces accords d'Helsinki. Mais comme vous l'avez compris, hélas,
hélas. Comment dire, les forces profondes qui animent les superpuissances, et je pense notamment à l'Union soviétique qui sent bien quelque part que les choses commencent à lui échapper, vont progressivement défaire tout cela. Je ne veux pas dire que les accords d'Helsinki n'ont servi à rien, les accords d'Helsinki auront, vous l'avez bien compris, toute une influence posthume, notamment dans la fin du communisme et ce qu'on appellera plus tard la réunification de l'Europe. Alors, premier de ces écueils, alors que pourtant les accords de désarmement sont venus, si je puis dire, agrémenter cette période de détente, les accords SALT sur la limitation des armes nucléaires. On commence vraiment le désarmement, là, ça se met en place à ce moment-là aussi, ça va aller et venir, mais ça se met en place. C'est ce qu'on va appeler la crise dite des euromissiles. Alors, ne pas confondre la crise des fusées, la conquête spatiale et la crise des euromissiles. Ce sont trois choses différentes, je le dis, parce que souvent j'ai des confusions dans les travaux de fin de semestre. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire des SS-20 ? C'est un contournement, tout simplement, des accords d'Helsinki. Ce sont des fusées à moyenne portée que les soviétiques vont déployer, notamment sur le territoire est-allemand. Ce qui va provoquer un grand problème. Alors, elles sont dirigées vers les États-Unis, bien sûr. Il n'est pas question, évidemment, de surseoir au principe d'Helsinki. Il s'agit de missiles, évidemment, internationaux qui, évidemment, n'atteindraient pas l'Europe. Mais le problème, c'est que ça va jeter un grand trouble, ça aussi, dans le camp socialiste, car quand même, la fidélité de l'Allemagne de l'Est aux soviétiques est grande, à Brejnev, mais Honecker quand même se posera la question quand même de savoir que en cas de répression, que bien sûr le territoire est-allemand serait visé. Donc ces missiles étant déployés à partir de 1977. Et la réponse de la direction soviétique sera de dire oui, mais voilà, vous devez être solidaire du camp socialiste et vous serez le bouclier d'une guerre mondiale au cas où elle arriverait, etc., etc. Donc, en gros, l'Union soviétique lâchera l'Allemagne de l'Est s'il y avait une guerre nucléaire. C'est pas terrible comme chose à entendre. Comment dire, à la fin des années 70, pour la direction de la RDA, qui déjà va si mal, et ce, malgré le mur de Berlin. Ça ne va pas arranger les choses, ni l'image du régime brejnevien qui va, à partir de la fin des années 70, sombrer dans une paralysie et une série d'erreurs toutes plus catastrophiques les unes que les autres. Crise des fusées, crise donc des euromissiles, celle-ci, qui va durer jusqu'en 87. Il faudra attendre Gorbatchev pour que ces missiles soient démantelés, d'ailleurs des deux côtés. Que Gorbatchev en discute avec le président américain de l'époque, sera Ronald Reagan, et que l'on démantèle donc tout cela. Les États-Unis ayant déployé, eux, depuis leur base de l'OTAN, évidemment, il fallait bien l'équilibre de la terreur s'entendre, des fusées Pershing, ce qui est l'équivalent des SS-20, et pointé évidemment, eux, vers l'Est. Voilà, une crise donc nouvelle, qui contourne un peu Helsinki, mais qui néanmoins est là. Et puis, vous l'avez vu dans le déroulé du plan d'aujourd'hui, il va y avoir cette malheureuse affaire, si je puis dire, cette erreur stratégique absolument déplorable de la guerre d'Afghanistan. En effet, les soviétiques, à la fin de l'année 79, l'état-major soviétique trouve la bonne idée, entre guillemets, de se dire que, toujours en contournant les fameux accords d'Helsinki, qu'on va aller étendre l'influence de l'Union soviétique, après l'histoire de Cuba, après tout ça, en Asie centrale. Et pourquoi pas s'emparer de l'Afghanistan. Alors pourquoi l'Afghanistan ?
L'Afghanistan, ce pays qui avait été colonisé si difficilement par les Britanniques, ce pays qui a comme réputation d'être le tombeau des empires, hein, je cite, un pays de montagnes extrêmement élevées, quasi inaccessibles, avec des petites vallées, et que les puissances qui ont tenté de s'en emparer n'ont jamais contrôlé rien d'autre que les vallées. Hein, les résistants d'hiver ayant été toujours irréductibles, réfugiés dans les montagnes. Eh bien, pourquoi s'emparer de ce pays? Alors là, on est dans ce qu'on appelle, ce que le conseiller du président Carter, dont on parlera plus tard, président Carter, qui sera président démocrate, qui succédera à Ford de 77 à 81, hein, et qui avait un conseiller en affaires étrangères très célèbre, qui est un grand théoricien des relations internationales, qui s'appelait Zbigniew Brzezinski. Hein, vous trouverez l'orthographe dans les sources, hein, je ne peux pas ici, je n'ai pas de tableau, vous l'écrire. Et ce brave conseiller avait écrit un grand livre qu'on appelle Le Grand Jeu, hein, et dans lequel il dépeignait effectivement le grand jeu des relations internationales à la fin de la guerre froide. Et en tout cas dans la dernière période de la guerre froide que nous évoquons, commence d'évoquer ici. Et tout simplement pourquoi? Tout simplement parce que dans les pays de la région, si vous regardez un planisphère, vous avez, c'est très simple, jusqu'en 79, vous avez un Iran qui est pro-occidental, avec un autocrate qu'on appelle le Shah d'Iran, une sorte d'empereur perse moderne, qui en 79 d'ailleurs va être rapidement destitué, puisque l'Iran va devenir un régime islamiste, d'abord soutenu par grand tort sans doute par les soviétiques, mais en tout cas à cette période-là, on est encore dans la période du Shah d'Iran. Ou juste après, mais on ne sait pas encore les données fondamentales qui vont concerner l'Iran de Khomeini. Et puis le plus important, il y a ce qui se passe vers l'Inde. L'Inde plutôt pro-soviétique à cette époque-là, et le Pakistan complètement pro-États-Unis, hein, soutenu par les États-Unis avec tout un tas d'accords et auxquels probablement les États-Unis ont donné l'arme nucléaire, hein, l'Inde là aussi, hein, mais sans doute pas de la même provenance. Hein. Donc un Pakistan qui est, je vous le rappelle, la partie musulmane de l'Inde, hein, l'Inde ayant été indépendante, s'est scindée, hein, et avec un Pakistan, donc Inde musulmane devenue indépendant, et une Inde évidemment, comment dire, bouddhiste. Et tout simplement pour donc étendre quelque part l'influence de l'Union soviétique dans cette partie du monde, eh bien, évidemment, on ajouterait bien un État pro-soviétique, hein, qui serait l'Afghanistan. On aurait un Afghanistan pro-soviétique, un Iran pro-soviétique, hein, face à donc un Pakistan pro-américain et une Inde pro-soviétique. Hein, et le Bangladesh aussi, qui fera sécession, qui sera protégé par l'Inde. Vous voyez, le grand jeu international. Les jeux sont des pions, en fait, hein, d'influence. C'est ça aussi, la guerre froide. Hein. Alors c'est pour ça que, effectivement, une révolution fomentée par un parti communiste local installe un régime communiste à Kaboul, la capitale, qui se situe dans la vallée, en Afghanistan, hein, et ce régime, évidemment, est mis en péril parce que personne n'a envie d'être communiste en Afghanistan. Ils n'avaient pas plus envie d'être colonisés par les Britanniques. C'est un peuple profondément attaché à sa liberté, à son indépendance, que le peuple afghan, hein, on l'aura compris. Et les soviétiques, évidemment, utilisant la bonne vieille méthode, toujours la même, du régime agressé, et on va voler à son secours, hein, rappelez-vous de ce que faisait, si je puis dire, Hitler dans les années 30, hein, c'est la même méthode. Cette méthode n'est pas teintée idéologiquement, c'est simplement une méthode pour envahir le voisin. Hein. Et c'est ce que vont faire les soviétiques. Donc fin décembre 79, c'est l'opération Storm qui est lancée, la 40e armée soviétique commandée par le général Borisov, hein, qui va donc envahir le territoire afghan. Et donc très rapidement,
Les soviétiques ont beaucoup de succès, ils s'emparent très très vite de la vallée. Les comment dire, les combattants moudjahidines d'hiver vont se réfugier dans les montagnes, où ils vont commencer une guérilla qui va durer 10 ans. Hein. Mais Kaboul est prise, et un régime communiste est installé, dont le grand, le grand représentant sera Najibullah, hein, qui après 89 sera rapidement d'ailleurs éliminé et exécuté. Hein, voilà. Donc l'Afghanistan devient donc une pièce du camp communiste, sans coup férir, c'est une pure guerre d'agression. Rien ne l'a justifié, évidemment, on saisit l'ONU, évidemment, droit de veto, hein, je ne reviens pas sur comment dire les détails, et ça va donc être une guérilla qui va durer 10 ans entre l'armée rouge, hein, dont ce sera franchement le cauchemar, et le Vietnam, hein, dira-t-on, des soviétiques. Hein, cette guerre va coûter une fortune, va ruiner ce qui restait peut-être encore d'économie soviétique debout. C'est une énorme erreur stratégique, hein, de Brejnev et de son administration, hein, si on peut dire. Et cette guerre donc va engager jusqu'à 1 million de soldats soviétiques, jusqu'à 1500 blindés. Le coût est estimé à plus de 3 milliards de dollars, enfin des sommes astronomiques, pour donc à peu près un bilan de presque 12 000 morts, hein, ce qui est quand même tout à fait considérable. Côté afghan, c'est comme d'habitude la grosse disproportion de ce genre de guerre. 12 000 morts en 10 ans côté soviétique, plus d'1,5 million de morts côté afghan. Bon, évidemment, il s'agit en plus d'un massacre absolument épouvantable. Donc voilà, pour ce qui est de cette guerre d'Afghanistan, qui a, comment dire, à la fin des années 79, ruine définitivement ce qu'il reste du régime soviétique, de Brejnev. Brejnev lui-même malade, sous des traitements qui font que on se rend compte assez rapidement que la direction du Parti communiste devient collégiale en attendant de chercher un éventuel, comment dire, successeur. Et voilà que, au même moment, ça recommence dans le camp socialiste cette fois-ci. Et pourquoi? Parce que il se trouve que en 1978, eh bien, incroyable, un pape polonais a été élu à Rome, en succession du pape Paul VI. Jusque-là, on n'avait que des papes italiens, ou presque. Hein. Je parle pour la période moderne, hein, pas contemporaine, hein, bien sûr. Ce pape, c'est l'archevêque de Cracovie. Eh oui, Jean-Paul II. Eh oui, c'est lui, oui, Jean-Paul II, le futur Jean-Paul II, Karol Wojtyła. Et pas besoin de vous dire que l'Église polonaise ménage depuis 40 ans, là, ou 30 ans, là, plus de 30 ans, la chèvre et le chou avec les autorités communistes, hein, et que bien sûr un immense espoir se lève, hein, en Pologne à nouveau, de voir un de ces primats de l'Église catholique polonaise devenir pape. Pape qui, en 1979, et le Parti communiste polonais ne pourra pas le refuser, fera un premier voyage en Pologne, qui va évidemment soulever des millions et des millions de Polonais qui vont assister à ce voyage, acclamer ce pape qui va incarner l'espoir, évidemment, de la chute du communisme. Et Jean-Paul II, et on le sait aujourd'hui, avec un cabinet resserré, va développer toute une politique dès le début des années 80, anticommuniste à l'Est. Hein, il sera un des artisans de l'année 89 et de la chute, évidemment, du régime communiste polonais et puis aussi des autres. On le sait aujourd'hui, il y a eu coopération avec les administrations Reagan, notamment à l'époque. C'est le retour des grandes œuvres en attendant tout cela, on n'y est pas encore. Le 8 juillet 80 à Lublin, le 14 août 80 à Gdansk, cette fois-ci, Gdansk, ce port, rappelez-vous, du nord de la Pologne, qui s'appelait avant Danzig, si vous voyez ce que je veux dire, si vous vous en souvenez, avec un syndicat qui s'appelle Solidarité, Solidarność, et son leader, qui sera le premier président d'ailleurs de la Pologne libre, qui s'appelle Lech Walesa, je le prononce à la polonaise, en français on dit Lech Walesa. Walesa est arrêté, une répression terrible se met en place, la direction polonaise
prend peur. À nouveau, c'est comme à l'époque du vieux Beyrouth et de Gomulka. On a l'impression que ça recommence, comme à l'époque de, évidemment, des émeutes de Poznan. Hein, on va donc mettre quelqu'un d'autre pour changer la direction du Parti communiste polonais pour éventuellement contrer évidemment cette vague de contestation sur laquelle le Vatican souffle largement. Ça, il faut le dire. Et là, les soviétiques vont glisser quelques conseils à la direction polonaise. Suprême, si je puis dire, hypocrisie, hein. Ils vont évidemment indiquer que, bien sûr, accord d'Helsinki, vous comprenez, la non-ingérence, hein. Rappelez-vous le décalogue, on a signé, on ne peut pas intervenir militairement, on ne va pas envoyer les chars à nouveau, comme on a fait avec Prague en 68, hein. Voilà. Les chars russes, depuis l'Afghanistan, ça recommence, quoi. On commence vraiment à en avoir ras-le-bol. Alors, on va pousser le ministre de la Défense, donc de la direction du Parti communiste polonais au pouvoir, hein, un certain général Jaruzelski, hein, qui va devenir le chef du gouvernement en même temps que le chef du parti, hein, à partir du 11 février 81. Et il va lui-même assurer la répression de ce mouvement, évidemment, de contestation. Du 13 décembre 81 au 3 décembre 82, ce sera la proclamation de la loi martiale, autrement dit l'état de guerre, hein, qui va être instauré en Pologne. C'est-à-dire que la loi martiale, donc l'état de guerre, hein, c'est le degré qui va au-delà du stade de l'état d'urgence. Hein, vous connaissez toutes et tous à l'heure actuelle ce qu'est l'état d'urgence sanitaire. Je n'y reviens pas, on n'a plus le temps, je suis déjà largement en dehors de mon heure et demie de cours. Eh bien, le stade qui est au-delà de celui de l'état d'urgence, c'est l'état de guerre, hein, la loi martiale, c'est-à-dire le moment où c'est l'armée, hein, qui prend le contrôle pour rétablir l'ordre, en quelque sorte. Hein. C'est absolument terrible. Les chars, dans ces cas-là, sont déployés, couvre-feu, surveillé par l'armée, hein, je veux dire. C'est plus la police, là, c'est l'armée qui assure l'ordre. Hein. Censure, arrestation massive de tous les syndicalistes, hein, 10 000 syndicalistes arrêtés, hein, et une répression vraiment de toute manifestation. Donc, vraiment, les ténèbres s'abattent sur cette pauvre Pologne, une fois de plus, pendant plus d'1 an, hein, aux grandes dames des Occidentaux, mais les Soviétiques disent, mais les Polonais règlent une affaire interne, hein. Nous ne sommes pas responsables de cela, etc., etc. Suprême hypocrisie, qui termine et qui clôture donc cette dernière phase du cours d'aujourd'hui. Vous l'avez bien compris, 81, l'état de guerre en Pologne. Brejnev mourra l'année suivante. La dernière ère, si je puis dire, du régime soviétique arrive cette fois-ci à sa fin. Une période de transition va naître et la guerre froide va se diriger lentement mais sûrement vers sa conclusion en Occident, ne l'oubliez pas, car la guerre froide, comme vous le savez, n'est pas encore à l'heure actuelle terminée dans le monde. On aura l'occasion, bien sûr, ailleurs dans le monde, on aura bien sûr l'occasion d'y revenir. Je vous donne donc rendez-vous la prochaine fois pour l'avant-dernier cours qui va porter donc sur la fin de la guerre froide de 1981 à 89, une période extrêmement importante puisque ça va être un tournant qui va nous mener vers la construction, si je puis dire, des nouvelles relations internationales dans lesquelles nous vivons toujours à l'heure actuelle. On aura l'occasion d'y revenir. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours, certes fort long, car bien sûr sur une période très longue, 56 à 81. Je vous rappelle que les fiches papier, les fiches résumées vidéo du cours sont là pour vous aider bien sûr à vous y retrouver. Et vous pouvez bien sûr, donc comme je le dis souvent, liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne,
Et je vous dis donc à toutes et à tous à la prochaine fois en vous souhaitant de bien vous porter. Merci.